Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Alix. Bonjour Guillaume. Alors, on a mis une petite diapo si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous avez un petit bouton aide pour voir si tout fonctionne au niveau du son et de la vidéo. Il y a un de nos collaborateurs qui fait un petit sondage pour savoir si tout le monde entend et voit. Donc, n'hésitez pas à répondre. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Pour le moment, tout le monde entend, tout le monde voit. Tac, tac, tac. On va essayer de démarrer dans une petite minute. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Ouais, c'est bien, c'est bien. De toute façon, les autres, les arrivants, les retardataires prendront en cours de route. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas la plateforme, qui veulent poser des questions ou parler, bah, vous avez un chat qui est dans l'onglet en bas à droite. Et vous pouvez aussi poser des questions. Quelque chose qui est pas mal avec cette plateforme, c'est que si vous avez quelqu'un qui pose une question que vous trouvez pertinente et que vous voulez qu'on y réponde, vous pouvez mettre un j'aime à cette question et, euh, et comme ça, on pourra y répondre. Et on fera également on aura des temps intermédiaires pour répondre à vos questions au cours du webinaire. Et à la fin, on fera un question-réponse. Ouais, ça arrive gentiment. Il y a quelques connexions au fil de l'eau. Est-ce que tu as un effet écho, Guillaume? Non. Non. Pourquoi t'en as un, toi? Non, parce qu'il y a Alexandre qui en a un. D'accord. Non, je vois pas. Alors peut-être que vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez un effet écho. Je vois que tout le monde entend bien. Il y a 18 votes et 100% de oui sur on nous entend, on nous voit. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à nous en faire part. Pas d'écho, Olivia. Ok, super, merci. Ok. On commence, Guillaume? On est bon pour moi. C'est quand tu veux. Allez, c'est parti. Son et image super, Bernard. Super. Alors, on commence. Hop. Tac. Alors, bah, écoutez, bienvenue à tous déjà pour ce webinaire pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les ventes aux enchères, avoir des petits conseils et comprendre globalement comment ça fonctionne, quelles sont les conditions pour y participer, le niveau du financement, comment ça fonctionne et
Donc voilà. Me concernant, je travaille du coup pour Venture, je suis responsable de développement. J'ai plusieurs fonctions. Donc, je suis développement commercial et développement du site internet. Je m'occupe des relations entre nos partenaires, donc que ce soit métier et presse. Donc, on a tout un tas de partenaires journaux, des journaux d'annonces légales. Et je m'occupe également de la partie blog du site internet où on met en ligne et on communique sur le fonctionnement des ventes aux enchères et sur toute une partie statistique par département. Donc, par exemple, le nombre de ventes qu'il y a dans le Rhône ou à Paris. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà un petit peu mon rôle. Guillaume, je te laisse te présenter. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Ok, merci pour la slide. Donc, je suis Guillaume Virondeau, j'ai 36 ans depuis peu. Je suis marié, papa de 2 enfants. J'ai l'œil gauche qui clignote, comme vous le voyez, c'est parce que je viens d'avoir un petit bout. J'ai une petite fille qui est née il y a 2 semaines, donc les nuits sont saccadées. Alors, la tête est un peu décollée, mais le cerveau fonctionne et les idées sont bien en place, rassurez-vous. La raison de ma présence ici, et je remercie Alix pour ça et Venture pour ça, c'est que ils m'ont invité pour vous présenter tout simplement l'univers des enchères, et c'est avec grand plaisir que je vais le faire. Pour ma part, donc je suis expert immobilier agréé par la Chambre des experts immobiliers de France. Donc j'exerce dans le cadre d'un cabinet indépendant que j'ai créé, Virondeau Expertise Conseil, le nom que vous avez vu sur la slide précédente. Je suis également depuis bientôt 1 an coach et accompagnateur dans les enchères immobilières. Donc la thématique du jour, tout simplement parce qu'on m'a demandé, on est venu me chercher pour accompagner. C'est des investisseurs et marchands de biens qui m'ont demandé de les aider dans ce cadre-là, parce que je suis, avant d'être expert immobilier agréé, investisseur immobilier depuis quelques années maintenant. J'ai aujourd'hui une quinzaine de biens dans mon patrimoine que j'exploite de différentes façons. J'ai appartements, maisons, immeubles de rapport, local commercial, et le tout en partie acheté grâce aux enchères immobilières. Et les enchères immobilières, c'est quelque chose qui finalement est un fil rouge dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, puisque le fait d'être expert immobilier agréé, c'est ma deuxième vie professionnelle. La première, c'était d'être huissier de justice. J'ai été huissier de justice, j'ai évolué dans ce milieu pendant 10 ans, huissier de justice associé pendant 6, donc de 2015 à janvier 2021. Et j'ai mis un terme à ma carrière et vendu mes parts donc en janvier 21 parce que j'avais fait le tour de la question et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus passionnant, et en l'occurrence l'immobilier. Et pour en finir avec ma présentation, donc je suis aussi l'auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, qui est sorti en mars dernier et qui est disponible. Vous tapez le titre sur Internet, vous pouvez le trouver un petit peu partout et notamment sur Amazon, sur mon site ou autres divers. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui du coup? Je te laisse. Ouais, donc au programme du jour, de la soirée, on va voir ensemble quelles sont les 8 étapes pour réussir à acheter donc un bien aux enchères immobilières. Ces 8 étapes, en l'occurrence, c'est quoi? En premier lieu, c'est d'avoir connaissance de toutes les ventes. Comment on peut avoir, en tant qu'investisseur en marchand de biens, connaissance de toutes les ventes sur le ou les secteurs qui nous intéressent. Ensuite, on verra comment on peut obtenir toutes les informations disponibles sur les biens qui sont proposés à la vente. À la suite de quoi, en point numéro 3, on va s'intéresser à la visite du bien, puisque oui, on peut visiter les biens qui sont vendus aux enchères, mais sous certaines conditions et dans certaines circonstances qui sont bien définies. On verra ensuite quelque chose de primordial pour se positionner sur des biens vendus aux enchères, faire son étude de marché, comment est-ce qu'on va valoriser le bien. Et donc ce point numéro 4, il est allié directement avec le point numéro 5 qu'on verra, qui est comment est-ce qu'on fixe son prix idéal, donc son enchère idéale pour aller enchérir. Ensuite, on verra donc comment on peut enchérir, dans quelles conditions, quelles sont les conditions et les critères à respecter pour pouvoir enchérir aux enchères judiciaires. Et enfin, en point numéro 7 et 8, comment on va remporter les enchères, quelles en sont les conséquences. Et une fois qu'on les a remportées, eh bien, comment on va pouvoir payer et financer le bien qu'on a acheté aux enchères. Puis on finira avec un temps d'échange questions-réponses, sachant que, comme Alix vous l'a dit auparavant, on marquera 2 pauses, entre guillemets, au cours du développement dans le programme que je viens de vous donner,
pour discuter un petit peu, échanger avec vous, si au fil de l'eau, déjà, vous avez quelques questions qui viennent, pour ne pas tout garder pour la fin. Je te laisse continuer. Ouais, on commence tout de suite. C'est bon pour toi, Alix? C'est bon pour moi. Eh bien, allez, on va y aller. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez à nous dire d'où vous venez, si vous avez déjà enchéri, etc. Ça fera autant de matière dans le cadre de mon développement, peut-être que je pourrais étayer d'exemples que moi j'ai pu voir de mon expérience sur telle ou telle compétence. C'est toujours intéressant d'échanger sur ces points-là. Donc, point numéro 1, on commence par le début, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut avoir connaissance de toutes les ventes près de chez soi? Avoir connaissance des ventes, ce qu'il faut savoir avant, c'est que toute la procédure qu'on va voir aujourd'hui, toutes les étapes sont prévues par la loi, en l'occurrence par un code qui est le code des procédures civiles d'exécution, puisqu'on va parler exclusivement des ventes aux enchères judiciaires. Ce soir, l'objet, c'est pas de parler des ventes aux enchères de notaires, ni des ventes interactives. On cible bien les ventes aux enchères judiciaires qui se passent à la barre des tribunaux et concernant donc des biens qui viennent de procédures soit de saisie immobilière, soit de liquidation judiciaire, ou bien encore de partage d'indivision, en l'occurrence licitation. Et donc tout ça est prévu par la loi. Et alors il y a un sondage qui s'affiche, je me l'enlève de l'écran, moi aussi. Donc pour avoir connaissance des ventes, il y a des moyens qui sont prévus par la loi, et on verra dans la slide suivante qu'il y en a d'autres. Quels sont les moyens prévus par la loi? C'est tout d'abord une affiche qui va être apposée sur place entre 1 et 2 mois avant la vente. Donc sur place, en limite de propriété du bien qui va être vendu, que ce soit un terrain, une maison, un appartement. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que tout type de bien, dès lors que c'est un bien immobilier, peut être vendu aux enchères, quelle que soit sa nature. Et donc, il va y avoir une affiche apposée par un huissier. Alors les huissiers, maintenant, on les appelle les commissaires de justice. C'est le cas depuis le 1er juillet 2022. Donc c'est ce nom-là que vous verrez apparaître dans le cadre des ventes aux enchères. Une affiche qui sera au format A3 et sur laquelle il y aura un certain nombre d'informations qu'on retrouvera aussi sur les autres affichages qu'on va voir ensuite. Ces informations, quelles sont-elles? Ça va être tout d'abord le lieu où aura lieu la vente, donc le tribunal concerné, avec la date et l'heure de la vente. Vous aurez l'adresse précise du bien. Vous aurez également un descriptif sommaire la plupart du temps. S'agit-il d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble, et puis parfois le nombre de pièces. Vous aurez bien entendu la mise à prix à laquelle vont démarrer les enchères, et puis vous aurez également parfois les dates de visite. C'est pas toujours le cas, et ce qui sera toujours le cas, c'est en revanche les coordonnées de l'avocat, à minima un numéro de téléphone, parfois également un mail, l'un ou l'autre, et régulièrement les deux. Et le nom de l'avocat, bien sûr. L'avocat, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'avocat poursuivant, c'est celui donc qui poursuit la procédure, qui poursuit la vente, autrement dit, qui la gère, pour le compte d'un client qui sera la plupart du temps une banque ou un mandataire judiciaire. Donc, je vous le disais, une affiche sur place. L'affiche sur place, c'est le moyen, le moins efficace d'avoir connaissance des ventes, tout simplement parce que si la vente ne se passe pas dans notre quartier, si on ne passe pas devant l'affiche, on n'a pas connaissance de la vente. Les autres moyens sont un petit peu plus efficaces. Donc, il s'agit d'une annonce, une affiche qui passe dans un journal d'annonce légale. Ces journaux d'annonce légale, je laisserai Alix développer un petit peu plus cette partie-là tout à l'heure quand il présentera Vench un peu plus dans le détail. Mais ce sont des annonces qu'on a tous lues une fois dans notre vie. Ce sont souvent des quotidiens ou des hebdomadaires locaux, puisqu'il est prévu par la loi que cette publication, cette publicité légale, elle doit se faire dans l'arrondissement où se situe le bien, donc localement. Elle est faite également entre 1 et 2 mois avant la vente, et l'affichage, enfin, le dernier affichage, également entre 1 et 2 mois avant la vente, ce sera au sein du tribunal. Dans tous les tribunaux de France, vous avez un panneau d'affichage, c'est obligatoire, accessible librement à tous. Vous rentrez dans le tribunal, vous allez dans ce qui s'appelle la salle des pas perdus, donc c'est la grande salle au sein du tribunal, et vous avez accessible, lisible et visible, un panneau d'affichage sur lequel sont affichées toutes les ventes qui vont avoir lieu au sein de ce tribunal entre 1 et 2 mois avant qu'elles aient lieu justement. Donc c'est quand même un moyen, ça, qui est très efficace pour avoir connaissance des ventes et pour en rater aucune, du moins localement, sur le tribunal auprès duquel vous êtes susceptible de pouvoir vous rendre. Maintenant,
Il existe d'autres moyens qui ne sont pas prévus par la loi et qui sont beaucoup plus efficaces, qui nous permettent, en tant qu'investisseurs ou marchands de biens, d'avoir connaissance des ventes à venir sur le ou les secteurs qui nous intéressent, sans avoir à se déplacer. Et il s'agit bien sûr de sites internet. Ces sites, en l'occurrence, alors il y en a différentes sortes. On peut parler notamment des sites d'avocats qui sont inscrits au barreau, les sites des avocats locaux. Alors souvent, c'est les avocats qui ont l'habitude de traiter cette matière-là, qui gèrent souvent des procédures régulièrement. Donc c'est les avocats qui ont pour clients, en l'occurrence, les mandataires ou bien les banques. Vous avez également les sites des barreaux locaux. Souvent, les barreaux locaux ont un site sur lequel ils présentent les ventes à venir sur le secteur. Et puis, bien sûr, il y a des sites spécialisés et Vench, notamment. Donc là, je vais passer la main à Alix pour nous présenter un petit peu le fonctionnement et comment on peut aller chercher justement les informations sur les ventes grâce à Vench. Merci Guillaume. Alors, au niveau de Vench, donc c'est un site qui référence la quasi-totalité des ventes aux enchères sur le territoire français. Alors, comment ça se fait? Comment ça s'est formé? Il faut savoir que cette plateforme vient d'une association une association de métiers qui se sont associés pour créer en fait cette plateforme. Donc, ça vient de partenaires qui sont de la partenaire presse, donc qui viennent de journaux d'annonces légales et des partenaires métiers qui sont, eux, des publicitaires. Donc, en fait, c'est l'expertise de chacun de métiers qui a permis la création de Vench. Et on va utiliser l'ensemble de ces informations-là, de ces expertises, pour donner une information à travers de ce site Internet. L'objectif de Vench a été de répondre aux besoins des investisseurs, des particuliers investisseurs, ou des marchands de biens qui sont plus professionnels. Donc, les missions principales de Vench, c'est de fournir une information qui est exclusive, donc d'avoir une information qui peut être certifiée par un avocat, avoir un nombre de références maximales, où on référence aujourd'hui 98% des ventes aux enchères sur le territoire français, et en plus certaines autres fonctionnalités comme les résultats des ventes et un blog où, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir certaines statistiques sur les ventes aux enchères et des articles pour être au courant du fonctionnement également des ventes aux enchères. Voilà, et ensuite, donc ça, cette diapositive représente donc les partenaires et comment on récupère toute cette information. Donc, on a par exemple les petites affiches des Alpes-Maritimes, affiches parisiennes, tout Lyon. Donc, c'est des journaux où normalement passent ces annonces légales. Et donc, nos partenaires nous renvoient ces annonces-là et on les dévoile sur notre site Internet. Pareil pour les partenaires métiers qui, eux, nous renvoient les annonces légales et directement, on a accès aux annonces par les avocats. Donc, voilà la petite présentation de Vench et des possibilités qu'offre le site Internet. Guillaume, je te laisse continuer. Ok, alors je reprends la main. Donc maintenant qu'on a vu comment vous pouvez avoir connaissance des ventes près de chez vous, notamment grâce à Vench, on va voir comment, une fois que vous avez connaissance de ces ventes-là, vous allez pouvoir aller chercher toutes les informations sur les biens qui sont mis en vente. Pour ça, là encore, la loi prévoit certaines choses. Elle prévoit que les documents à votre disposition, vous pouvez les demander auprès de 2 personnes qui sont en premier lieu le tribunal où va avoir lieu la vente. C'est selon moi la façon la moins optimale de le faire. Pourquoi ? Au tribunal, ça requiert d'aller prendre rendez-vous avec le greffe la plupart du temps. Vous allez donc prendre rendez-vous, vous allez vous présenter et on va vous communiquer les documents. On verra lesquels ensuite, rassurez-vous, dans la slide suivante. On va vous communiquer les documents et vous allez pouvoir les consulter, mais uniquement au tribunal. Vous n'allez pas pouvoir repartir avec des copies, ni même avec les exemplaires des documents qu'on vous a remis. Et ça vous demande nécessairement un certain temps, puisque vous allez devoir vous
déplacer au tribunal. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très chronophage et de pas très pratique, puisque sauf à faire des photos avec votre appareil photo avec votre téléphone des documents qui vous sont remis, vous repartez sans rien sous le bras et vous n'avez consulté les documents qu'une seule fois. La solution la plus efficiente, c'est de faire appel à l'avocat poursuivant, donc je le rappelle, celui qui gère la procédure, qui a tous les documents à votre disposition et qui a tout intérêt à vous les communiquer sur demande. Donc vous pouvez contacter cet avocat dont les coordonnées sont sur les affiches et les annonces dont on a parlé tout à l'heure. Vous le contactez par mail, par téléphone. Vous dites que vous êtes intéressé par la vente de tel bien qui aura lieu à telle date et il se fera un plaisir de vous communiquer ces documents par mail, voire de vous indiquer qu'ils sont téléchargeables sur certains sites comme Vench, ça peut être le cas, ou bien directement sur son site à lui. Et le gros avantage, l'immense avantage, c'est que ensuite ces documents, vous les avez à disposition pour les consulter autant de fois que vous le souhaitez, faire vos simulations, y revenir, vous poser toutes les questions que vous avez à vous poser, les imprimer au besoin, etc., etc. Donc vous voyez que des deux situations, c'est de loin le fait de demander les documents à l'avocat poursuivant qui est la façon la plus judicieuse a priori de le faire et qui est aussi la plus rapide. Donc qu'est-ce que vous avez la possibilité de demander à l'avocat? Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous remettre? D'abord, il y a un document qui s'appelle le cahier des conditions de vente et qui est rédigé justement par l'avocat poursuivant. Comme son nom l'indique, vous allez trouver dans ce document toutes les conditions relatives à la vente du bien qui vous intéresse. C'est-à-dire à la fois des conditions sur la caractéristique du bien en lui-même, un descriptif sommaire, certaines conditions d'occupation sur le bien, si c'est un bien qui est occupé, les caractéristiques juridiques également, et puis aussi et surtout, quelles sont les données sur la vente en question. Quelle est la mise à prix, comment vous allez pouvoir enchérir, comment vont se dérouler les enchères, les paliers, etc. Et vous avez également tout un laïus, une partie d'ordre plus juridique sur les conditions de la vente. Comment vous pouvez enchérir de façon générale et aussi quelles sont les conséquences des enchères. Donc là, vous allez voir si vous vous intéressez un petit peu aux enchères et si vous demandez les documents dans plusieurs procédures, c'est souvent la même trame qui revient. La première partie, c'est la partie relative stricto sensu au bien qui vous intéresse. Et ensuite, les deux autres tiers du document ou les trois quarts restants du document, ce sont plus ou moins toujours les mêmes informations d'ordre juridique sur le déroulement des ventes, la conséquence des ventes, etc., etc. C'est souvent des pavés qui font plusieurs dizaines de pages, le cahier des conditions de vente, mais finalement, quand on prend le temps de s'y intéresser comme il faut et de le regarder quelques fois les premières fois, on se rend compte que c'est pas indigeste et c'est souvent la même chose qui revient. Donc il faut pas finalement se laisser apeurer ou inquiéter du fait que ce soit un document volumineux. On arrive facilement à avoir accès aux informations qui nous intéressent. Le deuxième document qui est très très intéressant également, c'est le procès-verbal de description. Comme son nom l'indique, là encore, il décrit le bien. Ce document, il est réalisé par le commissaire de justice au tout début de la procédure et il vous permet d'avoir accès déjà à énormément d'informations sur le bien sans même être allé le visiter. Vous avez dans ce document un descriptif à la fois matériel et physique du bien, un descriptif administratif et un descriptif juridique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y retrouver des photos, c'est quand même un très bon indicateur, et ces photos sont étayées d'un descriptif. Donc, vous allez pouvoir avoir connaissance de quels sont les matériaux utilisés pour la construction, quels sont les équipements du bien, quel est par exemple le type de chauffage, quelles sont les huisseries, est-ce qu'il y a des détériorations éventuelles, des fuites ou autres, quel est le système de chauffage, bref, vraiment un descriptif complet du bien, alors plus ou moins complet suivant le professionnel qui l'a réalisé, suivant la typologie de bien, mais de façon générale, vous avez toutes les informations les plus importantes sur le bien. Vous allez trouver également des informations sur l'occupation du bien s'il est occupé, que ce soit par le propriétaire actuel, donc avant la vente, ou bien par un locataire, voire éventuellement ça arrive par des squatteurs. Ça vous permet donc d'avoir vraiment beaucoup d'indications sur le bien avant même d'aller le visiter. Vous allez avoir également accès au diagnostic technique sur le bien. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi française oblige en matière de vente immobilière que les diagnostics soient mis à disposition de l'acheteur. Et les ventes aux enchères, elles ne dérogent pas à cette règle-là, qui est une règle d'ordre public, qui fait que vous avez accès aux diagnostics. La plupart du temps, ils sont faits en début de procédure en même temps
que le PV de description est réalisé par le commissaire de justice, le diagnostiqueur se déplace et il dresse les documents obligatoires. C'est sécurisant parce que, quel que soit l'endroit où se situe la vente, il va réaliser tous les diagnostics qui sont impératifs. Si vous êtes sur un secteur où le diagnostic termite est obligatoire, il sera fait. Idem sur le plomb, l'amiante, etc. Et bien entendu, le fameux DPE sera réalisé également. Ensuite, vous allez pouvoir trouver d'autres documents qui vont différer selon le dossier et le type de bien concerné. Si c'est un bien qui se situe en copropriété, vous allez avoir accès souvent au règlement de copropriété, aux derniers appels de charges de copropriété, etc. Si le bien se situe en lotissement, vous allez avoir accès souvent au règlement du lotissement, etc. etc. Voilà, selon la typologie de bien, vous avez différents documents qui le concernent et qui sont accessibles au dossier et qui vous seront transmis avec les autres documents. Donc vous voyez, moi ce que me disent souvent les gens que j'accompagne, c'est que finalement, sur une vente aux enchères, par rapport à une vente sur le marché traditionnel, on a un gros avantage qui est qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations avant de s'être déplacé et d'avoir été visiter le bien. Sur le marché traditionnel, dans l'ordre des choses, c'est je vois une annonce, j'ai quelques photos, j'ai un minimum d'informations, je me déplace, je visite et ensuite je demande au propriétaire ou à l'agence de me communiquer les informations, notamment les diagnostics, etc. Là, on a tout chez soi pour commencer déjà à réfléchir, faire un premier tri et ensuite n'aller visiter que les biens finalement qui ont passé cette première barrière, ce premier tri et qui rentrent dans nos critères de recherche. Ce que je te propose, Alix, peut-être, c'est de reprendre la main sur cette slide-là pour expliquer un petit peu justement où on trouve les infos, où est-ce qu'on peut télécharger les documents sur les annonces Venture, puisque c'est possible sur certaines annonces. Ouais, d'accord, très bien, merci Guillaume. Donc ça, c'est une annonce d'une vente Venture typique où on a pas mal d'infos qui sont communiquées. Donc, grâce à cette annonce, on aura l'adresse exacte du bien, on aura la date d'audience avec l'heure, la date de visite. Il peut y en avoir une ou deux suivant les ventes. Et ensuite, on aura le descriptif, tel une annonce classique. Ensuite, on aura les caractéristiques du bien qu'on peut avoir, donc pour avoir une vision rapide de l'annonce. Et la partie que Guillaume a bien précisée avant, donc c'est la partie des documents, qui est donc importante et où on a la possibilité de les télécharger directement sur l'annonce. C'est un PDF qui est transmis en fait par l'avocat. Donc en fait, pour expliquer un petit peu la chose, les avocats peuvent passer l'annonce sur le site, créer une annonce et vous donner accès directement à tous les documents nécessaires. Ces documents donc du coup sont publics, généralement anonymisés, et donc vous y avez directement accès. Seconde information qui est peut-être la plus intéressante pour vous, c'est les coordonnées de l'avocat que vous pouvez voir en haut à droite et qui permet du coup d'avoir, si on n'a pas assez d'informations, vous avez la possibilité du coup de contacter directement l'avocat. Nous, on récupère en fait toutes les informations que nous donne l'avocat. Donc parfois, il va y avoir assez d'informations, parfois vous n'allez pas avoir assez, parfois vous allez avoir des documents, parfois non. Ça, c'est vraiment au bon vouloir de l'avocat. On essaie, nous, dans notre maximum, de récupérer toutes ces informations-là. Mais si, dans tous les cas, vous ne les avez pas, vous avez les coordonnées pour contacter directement l'avocat qui poursuit la vente. Pardon. Vous avez un petit onglet également calcul des frais. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, toute la partie frais annexes à la vente. Donc il y a l'enchère l'enchère finale et il y a toute une partie de frais supplémentaires. Donc ce petit onglet calcul des frais permet de calculer une grande partie des frais et d'avoir une idée plus globale du prix final. Voilà. Ouais, on y reviendra tout à l'heure sur la fixation de l'enchère, effectivement. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour ma partie. Je te propose, Guillaume, de faire une petite pause. On a quelques questions de par les participants.
Alors, on a une question de SJ. Quelles sont les ventes sur lesquelles se positionner afin d'optimiser la probabilité d'être adjudicateur? L'idée étant d'optimiser son ratio d'adjudication remporté par rapport au nombre d'enchères portées. C'est assez précis. Ok. Bon, là, on est déjà sur de la question poussée, hein. Je pensais que ça viendrait en fin de webinaire. Alors, SJ, effectivement, quelles sont les ventes sur lesquelles se positionner afin d'optimiser la probabilité d'être… Alors, c'est adjudicataire et non adjudicateur. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça va dépendre de l'endroit et du secteur auquel vous vous intéressez. Ce qu'on remarque de façon plutôt générale, c'est que sur les grosses agglos, il y a plus de monde intéressé, plus de visibilité et donc plus d'enchérisseurs. Et qui dit plus d'enchérisseurs et plus de visibilité dit des prix qui montent davantage, puisque la mise à prix, comme vous l'avez compris, c'est le prix de départ. Et puis ensuite, ça monte step by step. Et bien entendu, plus il y a d'enchérisseurs, plus il y a de chances pour que le prix monte et que le bien se vende près de sa valeur réelle, voire parfois au-dessus. Ça arrive régulièrement. Donc, sur quelle vente se positionner, ça va dépendre de votre secteur. Souvent, quand on s'écarte des grosses agglos, il y a moins de monde intéressé, donc moins de concurrence, et donc c'est plus intéressant. Et de façon générale aussi, ce qu'on constate, c'est que des biens qui sont occupés par le propriétaire actuel, voire par un locataire ou des squatteurs, ça intéresse moins de monde, puisque déjà, il y a moins de gens qui sont prêts à faire les démarches nécessaires pour peut-être une expulsion si c'est le propriétaire actuel et qui part pas de lui-même, ou qui a envie d'avoir le locataire actuel dans les lieux avec un loyer qui n'est pas toujours en adéquation avec les loyers qui peuvent se pratiquer. Et puis surtout, pour finir avec cette question-là, quand il y a un locataire en place, le locataire reste titulaire de son bail comme sur une vente traditionnelle, de sorte que si on achète le bien loué, on ne peut pas comme ça mettre un terme au bail immédiatement. Ça demande d'attendre la fin du bail et enfin de respecter tout ce qui est prescrit par la loi du 6 juillet 89, donc en matière de bail d'habitation, si c'est un bail d'habitation ou de bail commercial, avec le code de commerce, si c'est un bail commercial. Ok, je vous propose une seconde question. Alors, une question de Christine. Comment accéder aux résultats des ventes passées afin d'avoir une idée du fonctionnement local? Alors, les résultats des ventes, elles sont accessibles sur Vench, il me semble, Alix. Alors, vous dépendez de ce qui vous est donné par les tribunaux, évidemment, puisque les infos sont communiquées par ce biais-là. Il y a un moyen infaillible pour en avoir connaissance, c'est d'aller au tribunal, tout simplement, puisque c'est affiché sur le même panneau que sont affichées les annonces de vente à venir, sont affichés les résultats des ventes et elles y restent. Chaque vente, il reste 10 jours. Pourquoi 10 jours? Vous verrez pourquoi un petit peu plus loin dans ce webinaire. Il y a une raison légale, tout simplement. C'est une prescription légale. Mais voilà, donc se déplacer au tribunal dans les 10 jours qui suivent chaque vente, vous aurez les résultats. Et puis sinon, suivre les sites, voire éventuellement redemander à l'avocat. Vous passez un coup de fil à l'avocat après la vente. Ils sont tout à fait ouverts à donner le résultat. Ok. Alors moi, je peux prendre aussi une partie de la réponse. Donc, on peut aussi récupérer du coup les résultats sur la plateforme Bench. Et j'ai une autre question de Lara qui demande non, alors c'est pas de Lara, de Olivier, si les résultats de vente sont-ils systématiquement mis sur le site Bench. Donc, les résultats de vente, en fait, sont récupérés par des équipes et par les journaux pour qu'on divulgue ensuite sur le site. Alors, malheureusement, on ne peut pas avoir accès à toutes les informations, à tous les résultats, parce que parfois, les avocats ne les transmettent pas, ou parfois, les tribunaux ne les transmettent pas. Mais on essaye d'avoir un maximum de résultats. Et aujourd'hui, on a, sur l'ensemble de la France, 80% des résultats qui sont disponibles sur le site. On essaye d'améliorer au fur et à mesure la récupération de ces données. On y travaille et ça ne cesse en tout cas d'augmenter. Hop. Une autre question de Pierre. En moyenne, quels sont les frais d'avocat pour se faire représenter lors de la vente? Oui, alors là encore, on prend de l'avance sur la suite. Ouais. Alors, les frais d'avocat, donc ils sont
Pour se faire représenter, donc ça veut dire pour aller enchérir. Effectivement, les frais d'avocat, ils sont scindés en plusieurs catégories. Pour se faire représenter pour la vente, il n'y a pas de texte qui prévoit un montant ni même un pourcentage de frais pour les avocats. C'est totalement libre, donc ça dépend des endroits. Ça va dépendre de deux facteurs. D'abord du cabinet auquel vous faites appel, et ça va dépendre aussi du secteur sur lequel vous allez enchérir. Vous avez des endroits où vous allez pouvoir enchérir gratuitement. Soit parce que c'est une sorte de consensus local. Sur le barreau de Bordeaux, par exemple, il y a la majorité des avocats qui acceptent d'enchérir gratuitement parce que ce sont souvent les mêmes qui reviennent et qu'ils considèrent que finalement, ils se payent le jour où leur client réussit et le jour où il remporte les enchères. Maintenant, de façon générale et un petit peu plus partout en France, il faut payer effectivement et alors il faut compter entre 300 et 600 euros, on va dire, pour enchérir, sachant qu'il y a toujours la possibilité de négocier, puisque c'est des honoraires qui sont libres. Vous pouvez négocier en fonction du nombre d'enchères peut-être auxquelles vous allez participer. Si vous savez que vous allez enchérir régulièrement, négociez les honoraires à la baisse au fil des enchères, voire essayer de négocier tout de suite en disant je vais faire appel à vous 4 ou 5 fois, du moins plusieurs fois dans l'année, je ne vais pas payer 4 ou 500 euros à chaque fois. Donc voilà, c'est difficile de donner un montant à l'euro près, bien sûr, mais moi, ce que je vous conseille en tout état de cause, si vous n'avez pas d'avocat dédié, c'est d'appeler plusieurs cabinets au départ et ça vous permettra de comparer le montant des frais, même s'il n'y a pas que ça à prendre en compte, bien sûr. Ok, alors je vais répondre à une question de Stéphane et après je te poserai une question, Guillaume. Alors Stéphane, tu demandais est-ce que Venture ne fournit pas des statistiques de prix de vente par secteur et par type de bien? Alors, c'est ce qu'on est en train justement de mettre en place à travers de notre blog pour informer le plus grand nombre sur le nombre de ventes qu'il peut y avoir par département, par région, la différence entre la mise à prix et le résultat. Voilà, tout un tas de statistiques qu'on essaie de mettre en place et de divulguer au plus grand nombre pour que chaque enchérisseur puisse se diriger là où il a envie et avoir une vision globale sur l'ensemble de la France. Voilà pour la réponse. Et Guillaume, du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tout à l'heure, on parlait des documents qui sont donc à notre disposition si on souhaite s'informer sur un bien. Est-ce que l'avocat, lui, peut nous aider à la compréhension de ces documents? Je vais te faire la bonne réponse de Normand. Ça dépend, oui et non. Théoriquement, j'ai envie de te dire oui, puisque c'est des documents qu'il envoie et donc il est en mesure, si on le questionne, d'y répondre. Maintenant, c'est pas vraiment son job, c'est pas vraiment sa partie à lui. Il n'est pas censé décortiquer les documents pour nous, investisseurs, et pas censé nous aider à enchérir non plus. Il est là éventuellement pour échanger une fois qu'on est son client. Auparavant, c'est un petit peu plus compliqué. Imaginez sur des ventes où il y a 20, 30, parfois plus de demandes. S'il doit décortiquer les documents à tout le monde, il s'en sortira pas. C'est bien, c'est une réponse de Normand. Ok, on passe à la suite. On avance. Ouais, j'ai vu plein d'autres questions, mais on y reviendra à la fin. Parce que pour le coup, il y a des questions qui sont vraiment liées à ce qu'on verra ensuite. Donc, et puis, il faut qu'on avance aussi, parce que malgré tout, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on a commencé. Et on n'en est qu'au point numéro 3 sur 8. Donc, maintenant qu'on a vu comment on a connaissance des ventes à venir, et maintenant qu'on a obtenu les documents qui nous intéressent sur le bien, si on est toujours intéressé par le bien, en vue de ces documents, eh bien, on va aller le visiter. Alors, les visites, comment ça se passe? Ces visites, elles sont organisées de concert par l'avocat et par le commissaire de justice. C'est le commissaire de justice qui les organise et qui est présent, il doit toujours être présent, que le bien soit occupé ou pas, pour permettre l'accès au bien. Il n'est pas là comme un agent immobilier pour faire l'article et pour décrire le bien et faire la visite au sens où on l'entend habituellement. Il est là pour permettre l'accès aux locaux, et s'assurer que la visite se passe dans des bonnes dispositions, à la fois pour ceux qui visitent et aussi pour l'occupant, si occupant il y a, et qu'il n'y a pas de détérioration, dégradation sur le bien en lui-même, voire de vol. Ces visites, il y en a une, parfois deux.
elles sont fixées à l'avance et donc ce sont des visites groupées. On ne visite pas comme ça en one-shot personnellement, on ne prend pas rendez-vous pour aller faire sa visite, on y va en même temps que tout le monde. Et ça m'amène au point que j'ai mis en avant, comment optimiser la visite. C'est un avantage que ces visites soient groupées, tout simplement parce que ça nous permet de voir plusieurs choses. Ça nous permet d'abord de voir s'il y a du monde intéressé par le bien. Alors, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes que ces 10 personnes vont aller enchérir, voire même que moi, ça m'est arrivé d'acheter sans visiter, puisqu'on a beaucoup d'infos directement sur les documents. Donc, vous pouvez très bien avoir des gens qui ne sont pas aux visites et qui pour autant vont aller enchérir. Mais c'est un bon indice. Et ça vous permet également aussi et surtout de voir quels sont justement les profils de gens qui sont intéressés. Est-ce que ce sont plutôt des particuliers pour acheter leur résidence principale ou secondaire, ou des investisseurs particuliers ou des marchands de biens. Voilà, puisque de là va découler leurs obligations financières et donc finalement leur enchère maximale. Et ça vous permet de voir un petit peu où vous positionnez, si vous avez une chance, en fonction des critères que vous allez déterminer pour votre enchère maximale à vous, si vous avez une chance de remporter les enchères. Et pour finir sur la visite, donc il y a des créneaux horaires, 1 heure, 2 heures, parfois une demi-journée si c'est un bien de consistance un peu plus importante, un immeuble de rapport par exemple. Et pour optimiser justement la façon dont on visite le bien, faut bien se mettre en tête que c'est du one shot. C'est une visite, parfois 2, mais la plupart du temps 1. Donc il faut vraiment en tirer un maximum de profit et ne pas passer à côté de quelque chose puisqu'on ne pourra pas revisiter le bien. Donc ça veut dire que moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller avec les documents en main, du moins le PV de description, et de comparer un petit peu avec les détériorations ou certains éléments que vous avez pu voir dessus qui ont attiré votre attention, et de les vérifier sur place. Est-ce que c'est plus important ou pas que ce qui était mentionné au procès-verbal de description? Est-ce qu'il y a d'autres détériorations qui sont apparues, peut-être de nouvelles fuites, de nouvelles auréoles ou autres, pour voir un petit peu comment se comporte le bien, comment il a évolué? Puisque le PV de description, il n'a pas été fait la semaine d'avant ou 15 jours avant. Il a été fait des mois plus tôt, au tout début de la procédure, qui dure entre 1 et 2 ans la plupart du temps. Passons maintenant à un point primordial, le point numéro 4, qu'on va lier avec le point numéro 5, donc faire son étude de marché. Pour aller enchérir, il est évidemment très important de savoir combien vaut le bien, combien il vaudrait sur une vente sur le marché traditionnel. Pour ça, comment on va faire pour connaître sa valeur? Eh bien, on va essayer de regarder précisément quels sont les autres biens qui se sont vendus sur le secteur concerné et des biens, si possible, de même type que celui qui se vend en étant le plus précis possible. Et on va bien entendu tenir compte aussi des travaux qui sont à réaliser, donc des dégradations qu'il peut y avoir, et aussi bien sûr de l'exploitation actuelle du bien. Est-ce qu'il est libre ou bien est-ce qu'il est loué? Puisqu'un bien qui est loué, nécessairement, on ne va pas le valoriser de la même façon qu'un bien inoccupé, et la valorisation va tenir compte du loyer appliqué. Alors là, je sors ma casquette d'expert immobilier et je vais vous donner 2 outils qui sont accessibles à tout un chacun, particuliers et gratuits, qui sont pour le premier, alors il y en a d'autres, c'est pas exhaustif bien sûr, mais le premier c'est DVF, qui est une base de données des ventes en France, des ventes foncières en France. Et donc, vous renseignez votre adresse, vous bornez certains critères et vous allez pouvoir accéder à un listing de biens qui se sont vendus sur le secteur qui vous intéresse. Et vous aurez le type de bien, l'adresse et le prix auquel ça s'est vendu. Malgré tout, il vous manquera certaines caractéristiques et la caractéristique principale manquante, c'est l'état dans lequel les biens se sont vendus, qui est quand même évidemment une donnée très importante pour déterminer un prix de vente en matière d'immobilier. Le deuxième site, très utile aussi et qui pour le coup est un peu plus précis, va un peu plus loin, vous permet d'avoir davantage de détails, c'est un site qui s'appelle Patrim et auquel on a tous accès dès lors qu'on est imposable. Il est accessible depuis votre espace particulier sur le site impôt.gouv. Vous vous connectez avec vos identifiants habituels et vous avez un onglet, une fois que vous vous êtes connecté, qui est un onglet « Autres services ». Une fois que vous avez cliqué sur cet onglet-là, vous avez « Recherche de transactions immobilières ». Vous avez 4 ou 5 autres onglets avec des images qui sont associées. Et vous avez « Recherche de transactions immobilières ». Et en cliquant sur ce lien-là, en renseignant là encore certains critères de recherche, vous avez accès à la base de données de vente qui sera la même peu ou prou que celle que vous avez sur DVF. Elle est mise à jour plus souvent, donc vous avez des ventes plus récentes s'il y en a eu, et aussi et surtout, vous avez accès à plus de détails sur chaque bien. Par exemple,
Parfois, les matériaux de construction, y avait-il une piscine, y avait-il une terrasse, un garage, etc., etc. Et donc, vous construisez finalement votre valorisation du bien grâce à ces données-là, en sachant que vous avez aussi accès à des choses beaucoup plus faciles et plus rapides, meilleurs agents, Orpi, etc., qui vous donnent pour le coup des prix au mètre carré moyens sur le secteur où vous avez renseigné votre adresse. Et ça nous est utile et on va le relier directement. J'avance sur le point numéro 5 qui est comment va-t-on fixer notre prix idéal. Et pour fixer notre prix idéal, on va avoir besoin du moins on va tenir compte de plusieurs critères. Notre prix idéal, c'est combien va nous coûter le bien. Combien va nous coûter le bien? Ça se décompose en 3 postes. Il va y avoir notre enchère, donc le prix finalement auquel on va acheter le bien stricto sensu devant le tribunal. On va avoir les frais annexes dont Alix a commencé à nous parler tout à l'heure et qu'on va détailler tout de suite. Et on va avoir évidemment le poste travaux. Vous voyez qu'il n'y a pas de frais de notaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de passage chez le notaire, pour ceux qui l'ignorent, lorsqu'on achète un bien au tribunal. Quand on achète un bien aux enchères, la vente se suffit à elle-même le jour de l'audience. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de signature pour valider ensuite la vente chez un notaire. La vente, elle est faite et elle est parfaite dès lors qu'elle est faite devant le tribunal et qu'on respecte les formalités à faire ensuite, sur lesquelles on reviendra plus loin. Donc, comment on va déterminer l'enchère maximale? En tenant compte, je le disais, de la valeur du bien, en se positionnant en dessous, évidemment, puisque l'intérêt d'aller acheter un bien aux enchères, ça ne va pas être de l'acheter au prix du marché traditionnel, ça va être de l'acheter en dessous. Mais pour ça, il faut tenir compte aussi des autres postes de dépenses qu'on va avoir lorsqu'on va acheter le bien et qui sont les frais annexes. Ces frais, c'est quoi? C'est d'abord les frais d'avocat. Dans ces frais d'avocat, là encore, il y a une subdivision à faire entre les frais donc pour enchérir, dont on a parlé tout à l'heure, et les frais qui suivent, qui sont des honoraires fixes pour les formalités que l'avocat va devoir faire pour nous ensuite, puisque finalement, au niveau de la sécurisation de la vente, c'est l'avocat qui va un petit peu jouer le rôle du notaire, qui va s'assurer qu'on paye le prix, on paye les frais et des publicités à faire auprès du service chargé de la publicité foncière, qui sont normalement des formalités faites par le notaire. Et l'avocat, il va avoir également droit à un autre poste d'honoraires qui s'appelle les émoluments proportionnels, qui sont prévus par la loi et qui sont donc proportionnels au montant de l'adjudication. Il y a un barème dégressif qui fonctionne par strate, finalement, par catégorie, avec prix par prix, le montant proportionnel de frais, d'honoraires, d'émoluments pris par l'avocat. Et donc ça, on peut le simuler auparavant, mais finalement, on n'en aura connaissance définitivement qu'une fois que les enchères seront terminées, qu'on aura acheté le bien, que le montant de l'adjudication sera connu. Le second poste de frais annexes, c'est quelque chose de tout à fait contre-intuitif quand on commence à s'intéresser aux enchères, et ce sont les frais de procédure. Les frais de procédure, c'est quoi? Ce sont les frais qui ont conduit le bien à se retrouver à la vente. Tous les frais de la procédure, que ce soit une procédure de saisie, de liquidation judiciaire, etc. Tous les postes qui ont finalement été les étapes avant obligatoires à réaliser pour que le bien soit vendu aux enchères, on va devoir, nous, en tant qu'investisseurs ou marchands de biens, les payer quand on est déclaré délicataire du bien. Donc, ce sont les frais d'avocat, ce sont les frais d'huissier, ces honoraires, ce sont les frais de publicité qu'on a vus avant, donc les publicités peut-être sur les sites spécialisés, dans les journaux, etc., etc. Tout ça est englobé dans ce qu'on appelle frais de procédure ou bien, vous entendrez encore le mot frais préalables. Pour vous donner un petit peu une fourchette, ça dépend pour beaucoup de l'endroit où se situe la vente et des publicités, des formalités qui sont faites par l'avocat. Mais on va démarrer à peu près autour de 3 000 €, c'est la fourchette très très basse et c'est plutôt rare. En moyenne, on est plutôt autour de 5 000 – 6 000 € et parfois ça peut aller jusqu'à 8 000 – 9 000, voire sur Paris, on s'approche des 10 000 € et même on les dépasse régulièrement. Mais ces frais de procédure-là, le montant précis, vous pouvez en avoir connaissance. On peut tout à fait en avoir connaissance avant la vente, avant de se porter enchérisseur. On les demande à l'avocat poursuivant et il est en mesure de nous les donner une fois que les visites sont passées et quelques jours ou voire quelques semaines parfois avant la vente, avant l'audience. Ensuite, troisième catégorie de frais, ce sont des droits de mutation. Donc là, c'est un impôt, tout simplement. C'est un impôt qu'on va payer entre les mains du service chargé de la publicité foncière,
qui va venir frapper à notre porte, ou plutôt nous envoyer un courrier, à peu près un mois, hein, une fois que la vente est passée, on reçoit un courrier qui nous invite à payer ces fameux droits de mutation, qui sont normalement des droits qui sont englobés dans ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire. Donc sur une vente traditionnelle, on les paye entre les mains du notaire, le notaire les reverse à l'État, au service chargé de la publicité foncière. Là, en l'occurrence, pas de notaire, donc on va les payer entre les mains directement du service chargé de la publicité foncière. Et pour vous donner un montant, c'est un montant qui est proportionnel, qui est de l'ordre de 5,8%. Je dis de l'ordre parce que précisément, c'est 5,807%. Et en fait, il y a 3 postes, parce que c'est pas une seule taxe, ces droits de mutation, c'est composé de 3 taxes. Une qui va à la commune, une qui va au département et l'autre qui va à l'État en lui-même. Donc c'est pour ça que c'est un peu calculé et eux-mêmes sont proportionnels les uns aux autres. Enfin, voilà, c'est pas simple tout ça à calculer, mais il faut retenir que c'est un peu plus de 5,8%. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les frais de publicité qui sont dérisoires, hein, c'est entre 100 et 200 euros, et qu'on va payer finalement entre les mains de l'avocat. Il va nous demander de lui provisionner pour ensuite lui-même les payer. Et ça concerne donc les publicités à faire auprès du service de la publicité foncière pour l'information des tiers justement sur la vente, une fois que les autres frais sont payés. Et enfin, pour fixer notre prix idéal, donc je le disais, on va évidemment par les travaux, déterminer le coût des travaux à réaliser sur le bien qui nous intéresse. Pour ça, tout se joue lors de la visite. Et là, de 2 choses l'une, ou vous êtes un investisseur habitué à vous-même chiffrer les travaux, voire un professionnel du bâtiment et pas de souci, ou bien vous ne l'êtes pas. Et soit vous vous faites accompagner par quelqu'un qui est en mesure de vous chiffrer les travaux précisément, ou bien vous prenez une fourchette large en prenant de la marge, surtout actuellement avec l'inflation et les coûts des travaux et des matériaux qui montent sans cesse de mois en mois. Il vaut mieux prévoir une marge pour se dire j'ai cette sécurité-là et je détermine mon enchère maximale en ayant pris de la marge sur mon poste travaux. Ok. On fait une petite pause question peut-être maintenant, Alix, parce que j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, il y a quelques questions. Ah, t'as perdu. Ah, on m'a perdu? Non. On a perdu, on ne te voit plus, je crois. Ah bon? Oui. Je vois bien. Vous me voyez, vous m'entendez? Peut-être que ça vient de moi. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, oui, dans le... On vous voit, on te voit. Non, apparemment, il me voit. C'est bien toi, Alix. Tu as dû perdre moi la qui connexion. vois peu. Bon, c'est pas grave. Tu m'entends quand même? Oui, je t'entends. Bon, il y a moins mal. Bon. C'est ça qui compte. Du coup, il y a quelques petites questions. Est-ce que tu parlais du coup de fixer donc le prix de son enchère maximale? L'avocat, lui, peut aider à fixer cette enchère maximale ou c'est pas du tout? Alors, je ressors ma casquette de Normand. Oui et non. En théorie, il n'est pas censé le faire. Dans le sens où l'enchère maximale, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est le prix auquel vous êtes prêt, jusqu'auquel vous êtes prêt à aller pour acheter le bien et qui doit tenir compte effectivement du reste. Donc finalement, le devoir de l'avocat, ça va être plus de vous dire, attention, dans votre fixation d'enchère, est-ce que vous avez bien tenu compte des différents postes de frais qui sont ça, ça et ça. Mais il s'avère que les avocats ont quand même un certain devoir de conseil et les bons avocats et la plupart des avocats d'ailleurs vont vous dire, s'ils connaissent bien leur secteur, si votre montant d'enchère maximale, le montant pour lequel vous voulez les mandater n'est pas suffisant, s'il est trop faible, vont vous dire, écoutez, sur ce type de bien-là, ça ne vaut pas le coup de me mandater pour ce montant-là, tout simplement parce qu'il n'y a aucune chance pour que le bien ne parte à ce prix-là. Je connais le marché, je sais que sur ce type de bien-là, ça va se vendre bien au-delà. C'est aussi l'avantage, quand on choisit son avocat, de faire appel à un avocat qui a un petit peu de bouteille, mais ça sous-entend un avocat ancien. Ce que je veux dire, c'est que c'est un avocat qui a l'habitude de traiter ces dossiers-là et d'enchérir régulièrement, puisque justement, il a un certain recul sur son marché, sur le marché local, puisqu'il n'y a pas un marché aux enchères, il y a des marchés locaux et des vérités locales. D'accord. Alors, une question de Pierre. Alors, je sais que tu as déjà parlé des frais d'avocat et que c'est des sujets un peu complexes, mais est-ce que on pourrait déterminer une moyenne ou alors on ne peut pas? Sur les montants des frais d'avocat? Sur les montants des frais d'avocat.
Dans la mesure où c'est proportionnel, il y a une grosse partie qui est proportionnelle au montant de l'adjudication. Non, on peut pas donner de moyenne. Mais là, pour le coup, là où on peut faire la différence, c'est demander à l'avocat sur la partie fixe quel est le coût qu'il prend, puisqu'il y a une partie fixe et une partie proportionnelle. Donc, à ce niveau-là, ça va dépendre pour beaucoup du barreau sur lequel on va enchérir. Typiquement, dans les grosses villes et surtout à Paris, ça va nous coûter plus cher que si on va en province. Plus petit est le barreau de façon générale et moins gourmands sont les avocats. D'accord. Je peux aussi apporter un petit élément de réponse. Déjà, on peut calculer, il y a la petite calculette dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on peut calculer, alors c'est peut-être pas de manière ultra précise, mais au moins ça vous donne une idée des frais globaux qui vont être annexés à la vente. Et on a également dans notre blog un détail des frais d'avocat qu'on peut avoir. Donc, c'est par palier, comme je disais tout à l'heure. C'est dégressif, voilà, c'est ça. Ce sont des pourcentages qui sont dégressifs par palier, effectivement. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, palier, ouais, que tu viens de donner, c'est ça. On a détaillé dans un article. Allez voir et vous aurez le détail du coup des frais qu'on peut affecter à une vente. Si vous allez vraiment dans le détail. Ensuite, une autre question. Alors, est-ce que, je ne sais pas si tu l'as mentionné, on a différents types d'avocats, l'avocat postulant et l'avocat poursuivant. Est-ce que tu pourrais différencier les deux ou pas? Oui et non. Alors, l'avocat poursuivant, c'est celui qui gère la procédure, qui poursuit la procédure. C'est pour ça qu'on parle d'avocat poursuivant. Et alors, l'avocat postulant, on emploie ce terme-là. C'est l'avocat qui va postuler pour un autre avocat. Donc finalement, c'est pas trop. Enfin, on va pas trop utiliser ce terme-là en matière d'enchère. Par contre, ce qu'on peut dire comme précision sur l'avocat, et j'allais venir sur le point 6, donc on va prendre un peu d'avance, c'est que l'avocat qui peut enchérir pour nous, il faut nécessairement que ce soit un avocat inscrit auprès du barreau où a lieu la vente. On ne peut pas, si on a un ami ou un membre de notre famille qui est avocat à Bordeaux, par exemple, le faire enchérir pour nous à Nantes, Paris ou partout ailleurs. Il ne pourra enchérir pour nous qu'auprès de son barreau. D'accord. Donc, il peut nous conseiller tout à fait sur les ventes, éventuellement lire les documents si c'est un avocat qui le fait, voilà, encadrer le process légal, j'allais dire, mais il ne pourra pas aller enchérir lui-même. D'accord. Et Lionel… Il y a beaucoup de questions. Hein. Oui, il y a pas mal de questions. Lionel qui demande, est-ce qu'on peut se passer d'un avocat pour enchérir? Et non, Lionel, non, on va en parler là encore dans le point 6, c'est une condition sine qua non. C'est vraiment une condition légale, seuls les avocats peuvent aller enchérir. En revanche, ce qu'on peut faire quand on démarre notamment et quand on commence à s'intéresser au marché des enchères, c'est aller aux audiences. Elles sont librement accessibles à n'importe qui. La justice est rendue librement en France et de façon publique. Donc, on peut aller assister aux audiences tout à fait librement pour voir comment ça se passe et pour finalement, le jour où on enchérit nous-mêmes, ne pas être impressionné, j'allais dire, et ne pas découvrir ça. Mais on ne peut pas enchérir. On peut être présent. Les avocats peuvent être accompagnés de leurs clients. Par contre, seul l'avocat va pouvoir porter enchère. Ok. On continue? Continuons. Allez. Pardon. Donc, le point numéro 6, ou l'étape numéro 6, c'est enchérir. Alors, quelles sont les conditions pour enchérir? La première, on en a déjà parlé et il y a plusieurs personnes qui la connaissaient manifestement, c'est qu'il est nécessaire et indispensable d'avoir un avocat, et je le disais, un avocat inscrit au barreau où se situe la vente. Cet avocat, ensuite, il va, lui, devoir s'assurer qu'on remplit les autres conditions pour enchérir. La loi prévoit un certain nombre de conditions et finalement, l'avocat, il va être le garant du bon respect de ces conditions-là et il ne pourra enchérir pour nous que lorsqu'il se sera assuré qu'on remplit bien ces critères-là. Ces conditions, c'est quoi? Il n'y en a pas beaucoup. C'est en premier lieu de justifier évidemment de son identité, puisqu'on va enchérir devant le tribunal. Et finalement, la personne qui va mandater l'avocat, lui signer donc un mandat, ça va être celle qui va être déclarée adjudicataire et qui, in fine, deviendra donc propriétaire du bien. Son nom figurera dans le jugement, etc. Donc ça veut dire il doit s'assurer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et le point d'attention à avoir là-dessus, c'est que si vous voulez acheter en nom propre, pas de souci, vous êtes monsieur, madame un tel, vous donnez votre pièce d'identité, ok.
Si vous voulez acheter par l'intermédiaire d'une société, en revanche, il faut bien avoir conscience qu'il est indispensable que votre société elle soit déjà existante au moment où vous mandatez l'avocat, ou du moins qu'elle soit existante avant le déroulement de la vente, et que sur le mandat, il soit bien indiqué que c'est la société X qui achète. Pourquoi? Il n'y a pas de clause de substitution, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de passage chez le notaire, il n'y a pas de système compromis, 2 ou 3 mois, puis vente qui vient valider le compromis. Ça n'existe pas. Et donc, c'est la personne qui mandate l'avocat qui va être déclarée adjudicataire. Donc, ne mandatez pas l'avocat à votre nom propre si vous pensez, si vous souhaitez acheter le bien, ensuite par l'intermédiaire d'une société, en vous imaginant immatriculer la société sur le laps de temps entre le mandat et les enchères, voire après les enchères. Ça n'est pas possible. Il faut bien avoir conscience de ça, c'est une vraie limite. Donc, condition 1, justifier de son identité. Condition 2, l'avocat va devoir vous demander de lui établir une attestation sur l'honneur du fait que vous ne faites pas l'objet d'une interdiction de posséder des biens destinés à l'habitation. Si le bien qui est vendu aux enchères est une habitation, ou du moins est destiné à l'habitation. Ça fait suite, alors c'est relativement récent, mais c'est un impératif, là encore, et ça fait suite aux immeubles qui se sont écroulés il y a quelques années à Marseille, et donc avec une interdiction légale, une condamnation pénale des propriétaires à ne pas posséder, à ne plus posséder pour un laps de temps déterminé des biens à usage d'habitation. Et donc le tribunal veut s'assurer que vous ne faites pas l'objet d'une interdiction comme celle-là, en sachant très bien que c'est limité dans la mesure où c'est qu'une simple attestation sur l'honneur. Mais bon. Et enfin, dernier critère et non des moindres, dernière condition, c'est une condition financière, une garantie financière. Vous devez amener à votre avocat une garantie financière de l'ordre de 10% du montant de la mise à prix, avec un minimum qui est fixé à 3 000 euros. Je m'explique dans le détail. Si la mise à prix du bien est à 50 000 euros, vous devrez remettre à votre avocat une garantie financière de 5 000 euros, 10% des 50 000. Avec un minimum de 3 000 euros, ça veut dire que pour toute enchère dont la mise à prix est de 30 000 euros ou moins, 20 000 euros par exemple, ce sera plus 10%, mais ce sera 3 000 euros. Et cette garantie, comment est-ce que vous pouvez la remettre à votre avocat? Le moyen le plus utilisé, c'est le chèque de banque. C'est le moyen qui est prévu par la loi. La loi, elle en prévoit 2, chèque de banque ou caution bancaire irrévocable. La caution bancaire irrévocable, autant vous dire que c'est relativement compliqué à avoir et c'est beaucoup de démarches. Donc, on va préférer un chèque de banque à remettre à l'avocat. Vous avez également la possibilité, c'est pas prévu dans la loi, mais ça se fait en pratique, et moi je l'ai fait plusieurs fois, de verser les fonds par virement sur un compte ouvert par l'avocat, un compte CARPA, la caisse des avocats. C'est finalement une sorte de compte séquestre. Vous versez le montant des 10% et l'avocat s'assure que c'est bien reçu et finalement, il peut enchérir, il a sécurisé les fonds, il a sa garantie financière. Ces montants-là, ils vous seront restitués si vous ne remportez pas les enchères. Je vous ai mis ensuite un petit astérix, comment être intelligent dans ces enchères, maintenant qu'on a vu quelles sont les conditions pour enchérir. Être intelligent dans ces enchères, la principale chose dont il faut avoir conscience, c'est que des enchères, il y a beaucoup d'humains dedans. Ça signifie que si vous êtes présent à l'audience, peut-être que, par exemple, si vous tirez la bourre avec un autre acheteur potentiel, avec un autre enchérisseur, si vous n'êtes que deux, vous êtes peut-être susceptible d'une petite enflammade le jour J. C'est la fameuse peur de manquer l'opportunité, l'effet FOMO en anglais. Et donc, pour remédier à ça, il est vivement recommandé de fixer son enchère limite, quand on a fait donc sa valorisation auparavant et ses simulations, et surtout de s'y tenir. Et la meilleure des sécurités pour ça, c'est donc de fixer dans le mandat que vous donnez à l'avocat le montant maximal. Alors 90% des avocats vont vous demander de toute façon de fixer le montant limite, tout simplement parce que si vous n'êtes pas présent, ça borne leur responsabilité à eux, ils vont pouvoir enchérir jusqu'à ce montant-là, mais même si vous êtes présent, vous avez toujours la possibilité de dire à l'avocat, on monte de 1000 ou 2000. Si l'avocat est OK avec ça, vous signerez ensuite une convention pour ratifier ça, et puis il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on fixe un montant maximal avant, et il ne faut pas revenir dessus le jour J, parce que c'est rarement une bonne idée. Félicitations, vous avez trouvé un bien intéressant, vous avez remporté les enchères. Quelles sont les conséquences pour vous d'avoir remporté les enchères? À partir de quand devenez-vous propriétaire? Il y a propriété du bien, elle est effective, normalement, dès lors que les enchères sont finies. Le magistrat va prononcer
l'adjudication du bien et va indiquer monsieur, madame un tel ou la société un tel, représenté par maître un tel avocat, est déclaré adjudicataire du bien en énonçant le bien dont il s'agit. Et vous êtes propriétaire du bien. Néanmoins, il y a une grosse limite et qui est tout à fait particulière et liée à cette typologie de vente-là, qui est que, bien que vous soyez propriétaire, vous ne l'êtes pas encore de façon définitive et vous ne pouvez pas encore jouir du bien. On ne peut pas vous remettre les clés du bien, vous ne pouvez pas aller entamer vos travaux tout de suite, vous ne pouvez pas aller voir le locataire en lui disant à compter de ce jour, vous me versez à moi les loyers, etc. etc. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui s'appelle une surenchère et qui est quelque chose donc de tout à fait singulier et propre aux ventes aux enchères. C'est une surenchère qu'on appelle une surenchère du dixième, qui fait que, donc c'est là encore prévu par la loi, bien sûr, dans un délai de 10 jours qui suit la vente, et là on en revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'affichage de 10 jours au sein du tribunal sur le fameux panneau d'affichage de toutes les ventes et des résultats des ventes, pendant 10 jours, toute personne intéressée, qu'elle ait enchéri à la première audience ou pas, peut demander à un avocat d'aller faire une déclaration de surenchère auprès du greffe du tribunal. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de dire j'ai vu que tel bien s'était vendu à tel prix, eh bien moi, je propose d'acheter ce bien 10% de plus qu'au prix auquel il s'est vendu lors de la première audience. Et donc, je demande à ce qu'il soit remis en vente aux enchères. Il n'y a aucune limite à ça, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une déclaration de surenchère, le magistrat va l'examiner, la personne va proposer donc cette remise en vente et il y aura, entre 2 et 4 mois après, fixation par le juge d'une nouvelle audience. Donc, si vous avez remporté les enchères, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas contester cette déclaration de surenchère, vous ne pouvez que vous rendre à la seconde enchère pour enchérir si, à ce prix-là, aux nouvelles conditions, vous êtes toujours intéressé. Et donc, je vais vous prendre un exemple. Un bien qui s'est vendu lors d'une première audience à 100 000 euros, il sera remis en vente avec une mise à prix, donc au départ, de 110 000 euros, 10% de plus qu'à l'enchère précédente. Vont pouvoir enchérir le surenchérisseur, l'enchérisseur précédent qui a remporté les enchères, donc l'adjudicataire, et toute personne, qu'elle ait enchéri ou pas, à la première audience. Ça arrive de temps en temps, c'est à la fois une mauvaise chose si on a remporté les enchères, et ça peut être également un avantage et une bonne chose si on a manqué, si on est passé à côté d'une vente qui était susceptible de nous intéresser et pour laquelle le bien s'est vendu très en deçà de sa valeur de marché. Excusez-moi. On peut tout à fait envisager de remporter les enchères après une surenchère. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est possible qu'une seule fois. À la seconde vente aux enchères, à la seconde audience, il n'y a plus de surenchère possible. Sinon, ça pourrait être potentiellement la porte ouverte à n'importe quoi. Et donc, une fois que ce délai de 10 jours est passé sans surenchère, on est déclaré définitivement propriétaire du bien et notre avocat revient vers nous. J'en viens à mon dernier point. Quelle formalité à accomplir ensuite ? Il n'y en a pas, stricto sensu, pour nous en tant qu'acheteurs. C'est notre avocat qui est là pour ça, c'est son job, il va prendre la main là-dessus et il va piloter les suites du dossier, piloter les formalités à accomplir, que ce soit auprès du greffe du tribunal, auprès du service chargé de la publicité foncière ou auprès de nous-mêmes en venant nous appeler les différents postes de frais ou bien le coût d'adjudication à un moment donné. Et ça nous amène à notre dernier point, le point numéro 8. Puisqu'on a remporté les enchères, eh bien, il va bien falloir payer le bien et éventuellement le financer. Je mets fin au suspense tout de suite. Est-ce qu'un financement bancaire est possible ? La réponse est oui. On va voir dans quelles conditions dans quelques instants. Mais d'abord, dans quel délai est-ce qu'on peut payer ? Évidemment, on ne va pas payer de suite après l'audience. On ne va pas non plus être obligé de payer dès l'expiration du délai de 10 jours ouvert pour la surenchère. On a un peu plus de temps que ça. Le délai, il est prescrit et prévu par la loi. Il est de 2 mois. C'est le délai le plus courant, traditionnel. Il peut arriver que ce délai soit porté à 3 mois. On le sait dès le départ, c'est indiqué dans le cahier des conditions de vente et ça se rencontre en matière de liquidation judiciaire, tout simplement parce que le texte de référence n'est pas le même que pour les ventes sur les saisies immobilières. Donc, retenez que c'est 2 mois la plupart du temps et que ça peut être porté à 3 mois des fois et vous le savez dès le départ. Et ce délai de 2 mois pour payer, c'est un délai maximal. C'est pas pour autant qu'on va payer pile poil à J plus 2 mois. L'avocat va vous demander avant, en premier lieu, de lui payer ses frais et ensuite de lui payer les frais de procédure, puis les frais, l'adjudication et les frais de publicité. Et vous aurez également les droits de mutation, comme je le disais tout à l'heure, à payer au bout d'un mois à peu près.
Ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, plus vite on paye, plus vite l'avocat peut réaliser toutes les formalités et plus vite on est tranquille. Néanmoins, la deadline de 2 mois, elle est là, c'est pas pour rien. Et donc, on peut faire appel à un financement bancaire et ça signifie qu'on a 2 mois pour le faire. C'est quelque chose, malgré tout, qu'il est important d'anticiper. Attendre d'avoir été déclaré adjudicataire pour ensuite aller voir sa banque et démarrer le montage de dossier, etc. Si en plus on est dans une banque où ça requiert, en fonction du montant du prêt, de passer dans différents services, les 2 mois, ils vont très vite être écoulés et on peut se retrouver au-delà du délai. Donc ça s'anticipe et c'est bien d'aller voir son banquier avant pour lui dire que vous envisagez d'enchérir sur tel bien, éventuellement déjà de lui déposer un dossier tout prêt et d'indiquer votre enchère maximale, les conditions dans lesquelles vous souhaitez vous enchérir et de le réactiver uniquement si vous remportez l'enchère. Pour en finir avec ça, le délai de 2 mois, je le disais, bon, il est là, c'est pas pour rien. Néanmoins, c'est pas parce que à 2 mois plus 1 jour, on n'a pas payé qu'on va aller en prison et que on ne peut plus acheter le bien. On peut tout à fait, par exemple, si ça traîne un petit peu au niveau de la banque, contacter l'avocat dès lors qu'on sait que ça traîne un petit peu et lui dire, écoutez, maître, je suis coincé, je sais déjà qu'on va dépasser les 2 mois, voilà. Et donc l'avocat le sait à ce moment-là, il va prévenir l'avocat poursuivant qui préviendra son client, donc en l'occurrence la banque ou le mandataire encore une fois, et finalement, vous allez être obligé de payer des intérêts de retard qui sont des intérêts au taux légal pour les jours de retard que vous allez avoir, mais c'est pas pour autant que vous ne pourrez plus acheter le bien. Il ne faut pas voir cette deadline vraiment comme quelque chose de stricto sensu à la seconde près et après lequel on ne peut plus acheter le bien. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Hein. On en est à combien? 1h10 déjà de webinaire. Bon, ben, déjà, avant d'attaquer l'échange questions-réponses, je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos questions, évidemment. Si vous souhaitez aller plus loin, celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai vu passer quelques questions sur est-ce qu'il y a un accompagnement sur les premières enchères, etc. La réponse est oui. Donc, Vench m'a sollicité parce qu'ils ont eu connaissance de ça notamment. Et donc, effectivement, j'ai un programme qui s'appelle Réussir aux enchères immobilières, qui est constitué de 26 modules vidéo, c'est plus de 6h30 de vidéo, d'un accompagnement aussi avec des heures de coaching, accès à mon tableur de simulation, hein, comment je simule mes enchères, mon lexique de vente, etc. Bref, tout un programme que j'ai monté sur de l'accompagnement justement aux enchères immobilières pour les gens qui s'y intéressent et qui ont besoin de se former, d'être assurés et d'être accompagnés sur leurs premières enchères. Et donc, Alix m'a demandé si je pouvais prévoir quelque chose, un petit bonus pour les gens qui assistaient au webinaire ce soir. Et donc, habituellement, en plus du programme, des vidéos, etc., et de tous les bonus dont je vous ai parlé, et il y en a encore d'autres, hein, je vous invite à aller voir, les personnes qui vont acheter donc dans 24 heures, sous 24 heures, le programme Réussir aux enchères vont bénéficier de 2 heures de plus de coaching offertes à utiliser quand elles en ont besoin. Je vous laisse aller voir le détail. Vous avez le QR code qui est là, vous pouvez le slasher et vous arrivez directement sur la page en question. Ou sinon, je vais vous partager un lien dans les discussions. Comme ça, vous pouvez le faire tranquillement pendant qu'on fait les questions-réponses. Et évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais tout est indiqué sur la page en détail, contenu du programme, mes engagements, les réussites, etc., etc. C'est parti pour les questions-réponses. Il y en a pas mal. Alors, on peut prendre une question, c'est revenu 1 ou 2 fois, je crois, sur la surenchère. Est-ce que tout à l'heure, tu parlais de surenchère de 10%, c'est quelque chose qui est fixe ou ça peut varier? Alors ça, pour le coup, c'est tout à fait fixe et c'est prévu par la loi. C'est pour ça qu'on parle de surenchère du 10e. Ça ne peut que être une surenchère de 10%. Donc, on s'engage déjà à amener en tant que surenchérisseur 10% de plus. D'accord. Donc après, ensuite, il y a une nouvelle audience, c'est ça? Donc, on va surenchère 10%. Tout à fait. 10%. Est-ce qu'on peut faire une surenchère sur une surenchère? C'est-à-dire avoir un nouveau délai de 10 jours? Non. À la deuxième audience, il n'y a pas de seconde chance. D'accord, c'est clair. Très bien. Il y a une question de Olivier. Le tribunal peut-il nous fournir la liste des avocats inscrits au barreau? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Le tribunal, il est là pour ça.
On peut le trouver à ce niveau-là. Vous pouvez aussi taper sur Google avocat inscrit au barreau de telle ville et vous allez trouver un listing. Mais le plus simple pour avoir tous les noms, effectivement, c'est de contacter le tribunal. Ouais. Très bien. Je peux aussi apporter un élément de réponse si vous souhaitez. Si vous souhaitez chercher un avocat pour pouvoir enchérir une vente, sur le site Vench, vous avez dans le footer, c'est-à-dire tout en bas de la page, un annuaire des avocats qui ont participé à une vente aux enchères. Donc vous pouvez contacter directement, vous avez les coordonnées et le contacter directement. Ça peut aider à la recherche. Autre question, quand est-ce qu'on peut demander les frais préalables? Donc, c'est des frais on le sait au final assez tardivement, ces frais. Oui. À quel moment il faut les demander à l'avocat? On peut les demander, alors rien n'empêche de les demander au début, mais il ne sera pas en capacité de les donner au moment où on demande les autres documents, tout simplement parce que la plupart du temps, les derniers frais qui rentrent en ligne de compte pour établir justement le total de ces frais préalables, c'est les honoraires du commissaire de justice pour les visites. Et donc, une fois que les visites sont passées, on laisse passer quelques jours, on recontacte l'avocat pour demander ce montant-là. Il y a des avocats qui sont plutôt diligents et qui le font directement après les visites, et quelques autres qui demandent d'être un peu plus patients et l'info est disponible seulement quelques jours avant l'audience. C'est clair. C'est clair. Alors, est-ce que, petite question, si on perd l'enchère, les frais engagés transmis à l'avocat, qu'ils soient faits par virement ou par chèque, ils sont définitivement perdus, remboursés? Comment ça se passe? Alors, les frais, tu veux dire les honoraires qu'on a versés à l'avocat pour enchérir? Ou bien la garantie? La consignation non, alors la consignation, voilà, la garantie financière, les 10% avec minimum de 3 000, c'est restitué dès lors qu'on perd les enchères en totalité. Et ce qui peut rester par contre à notre charge, ce sont effectivement les honoraires que l'avocat facture pour aller enchérir, qu'on a payé avant, mais de toute façon, c'est contenu dès le départ. Ok. Je vois une question intéressante, si ça te dérange pas que j'y réponde tout de suite, sur les plus-values quand on revend le bien acheté aux enchères. Lionel, merci pour votre question. Les plus-values, c'est le régime traditionnel et qui va dépendre finalement de si on est un particulier ou un marchand de biens, un professionnel de l'immobilier. C'est ça qui va déterminer le régime des plus-values. Mais il n'y aura pas d'influence du fait qu'on ait acheté aux enchères. Très bien. Il y a Lofty qui demande concernant le droit la durée de préemption de la mairie. Ah, c'est une très bonne question aussi. C'est une question compliquée. Effectivement, le droit de préemption, on ne peut pas passer à travers. Donc, habituellement, il est fait c'est purgé avant la signature définitive, entre le compromis et la signature définitive. Là, en l'occurrence, il va s'appliquer postérieurement à la vente. Ça veut dire que quand bien même on a été déclaré adjudicataire, il y a toujours ce droit de préemption qui existe et qui est là si la mairie veut préempter. D'accord. En pratique, ça reste rare quand même, mais ça existe, c'est possible. Ouais. Alors, Lara qui demande comment peut-on retrouver les 2% de ventes qui ne s'affichent pas? Donc, c'est sur le site Vench. Faut regarder dans les journaux. C'est un peu le chat et la souris. C'est très compliqué d'avoir 100% des ventes. Mais, il y a un moyen infaillible. Pardon, je te coupe, Alix. Le seul et unique moyen, alors ça demande du coup, c'est plus chronophage, c'est d'aller dans le tribunal. Directement. Alors, si on s'intéresse à plusieurs compétences, à plusieurs tribunaux différents, nécessairement, aller faire 3 heures de route pour consulter un tableau d'affichage, c'est compliqué. Donc, moi, personnellement, ma recherche, elle est organisée comme ça. Les tribunaux dont je suis proche, j'y vais une fois par mois. Une fois par mois, c'est le gage de rien rater puisque les ventes à venir, elles sont affichées entre 1 et 2 mois avant la date d'audience. Et là, vous pouvez être sûr que tout est affiché, c'est une obligation légale au sein du tribunal. Est-ce qu'on peut les contacter, les appeler directement? Le tribunal, oui, on a toujours la possibilité de les contacter. Alors là, c'est à la diligence de la personne, du personnel d'accueil, quoi. Donc,
Bon, qui peut parfois vous passer le greffe chargé du juge de l'exécution. Bon, mais ça dépend vraiment de l'endroit et de la personne sur qui on tombe. C'est de l'humain, là. D'accord. Valérie qui pose la question, est-ce que ça arrive souvent les surenchères? Ça arrive. Souvent, oui, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Ça se voit sur certains secteurs qui sont plutôt beaucoup suivis et sur des ventes qui se font très en deçà de la valeur marché des biens. C'est pas pour autant qu'on peut pas acheter des biens très en dessous de leur valeur vénale de marché, mais effectivement, quand il y a des ventes très en dessous, il est fréquent qu'il y ait des surenchères, parce que c'est là que ça a toujours que ça trouve son sens. Donc il y en a régulièrement. D'accord. Question de Bruno, plutôt globale. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires avec les ventes aux enchères? Oui, bah, c'est toujours possible, hein. Oui, 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 tout à fait. C'est pas toutes les ventes ne sont pas de bonnes affaires. Tous les biens ne se vendent pas au-dessous de leur valeur vénale, mais pour autant, il y a encore effectivement pas mal d'affaires à faire avec les limites que je donnais au début, je ne sais plus, en répondant à une question, qui est que plus effectivement il y a de personnes qui sont intéressées à la vente qui va nous intéresser, et moins il y a de chances pour qu'on l'achète à un prix intéressant, nécessairement. Donc moins il y a de concurrence, et plus on a de chances de faire une bonne affaire. Très bien. Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Il y en a une dernière. Allez. Quelle est la différence moyenne entre le prix de mise à prix et la valeur vénale? Alors, je te laisse peut-être dire comment est fixée la mise à prix. Oui, c'est une bonne question, Lionel, merci. Alors, il n'y a pas de science exacte. Là, pour le coup, il est prévu nulle part dans les textes de loi une méthode de fixation de la mise à prix. Donc, c'est l'avocat qui le fait en accord avec son client et parfois en accord avec le commissaire de justice. Alors, ce qui se fait souvent, c'est qu'on prend la valeur du bien et elle est divisée par deux. Régulièrement, c'est fait comme ça. C'est une règle qui n'est absolument pas officielle, hein, mais régulièrement, c'est fait comme ça. En région parisienne ou autre, là où les biens valent le plus, souvent on divise par beaucoup plus que deux pour que la mise à prix soit attractive et ramène des gens susceptibles de venir enchérir. Mais il n'y a aucune règle. Et ce qui se voit aussi, c'est que sur certains dossiers, et là c'est intéressant quand on s'y intéresse, il y a parfois un avis de valeur ou une expertise de fait. C'est les dossiers qui sont faits sur liquidation judiciaire. Les avocats les joignent pas toujours au dossier, mais parfois ça y est, parce que le mandataire liquidateur, quand il fait l'inventaire tout simplement du patrimoine de la société, il est tenu de tout faire valoriser, de faire valoriser tous les actifs, dont les actifs immobiliers. Et donc, il y a un avis de valeur à minima qui est fait sur le bien, et ça évite de cette partie finalement détermination de la valeur marché. Ok, écoute, merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un œil du coup sur sa formation. N'hésitez pas non plus à regarder sur Vench les abonnements qui sont disponibles. Donc, ça va de l'abonnement de 40 € jusqu'à 250 € pour avoir une vision complète sur toute la France et les résultats. Je vous invite aussi à vous connecter sur le groupe qui a été créé d'entraide de vente aux enchères, où chacun peut participer, poser des questions. Je vais vous le mettre que vous ayez accès. J'y suis moi-même d'ailleurs. Je m'engage à répondre à certaines questions quand j'ai eu l'occasion d'être là et d'en prendre connaissance. J'ai vu que tu avais avec plaisir. participé récemment. Ouais. Je te remercie d'ailleurs. Avec plaisir. Très bien. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ah, ça marche pas le lien, Olivia. Lequel? Ah. Alors, j'ai... Facebook. Ah, d'accord. Merci Bernard, c'est gentil. Alors, deuxième tentative.
Non, ça m'ouvre bien Facebook. Moi, ça a l'air de fonctionner. Ok, très bien. Non, pourtant, ça a l'air de fonctionner, moi, Olivia. Ouais, moi aussi, ça fonctionne. Allez, je vais vous donner le nom, ce sera peut-être plus simple. Je vais vous mettre le nom du groupe dans la conversation, comme ça vous l'aurez. Vous pourrez aller le chercher directement. C'est fait. Hop. Très bien, mais Avec écoutez, plaisir. merci. Ah, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, mais Je remerciais les gens ouais, dans le chat. oui, merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, votre attention, d'être resté jusqu'à la fin aussi. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée, bonnes enchères, Alexandre, c'est ça. Bonnes enchères à tous. N'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui aiment la lecture, je le redis, je vous le mets là, vous l'avez dispo, il y a une petite Marianne. N'hésitez pas. Pour 25 €, vous avez toutes les infos et beaucoup de trucs et astuces sur vos premières enchères. Bon, bah écoute, Alix, on est bon? Qu'en dis-tu? On est bon. Je te dis à bientôt, Guillaume. Ouais, à très vite. Merci à toi. Bonne soirée. Au revoir.